Bonjour et bienvenue dans cet épisode d'éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui est essentiel pour bien gérer son foyer et pour vivre en paix. C'est comment respecter un budget. Alors en tant que femme au foyer, on a souvent la responsabilité de gérer les finances de notre famille, que ce soit pour faire les courses, les dépenses quotidiennes, les projets à long terme, etc. Et soyons honnêtes, c'est pas toujours facile. Mais avec quelques petites astuces et beaucoup de discipline, respecter un budget, ça peut devenir une habitude simple et puis même satisfaisante, pourquoi pas. Alors pourquoi un budget, c'est essentiel? Avant de plonger dans les conseils pratiques, on va plutôt parler de pourquoi un budget est si important. Gérer un budget, c'est pas juste compter ses sous ou se priver. Voilà, c'est vraiment un moyen de vivre sereinement, de planifier pour l'avenir et de veiller à ce que notre famille ait ce dont elle a besoin. Et ça, sans stress inutile. En tant que femme, on est aussi appelé à être des bonnes intendantes, en fait, des biens qu'on nous confie. Surtout en tant que femme au foyer. Donc, une femme sans budget, elle peut facilement se retrouver à vivre au jour le jour, ce qui n'est pas du tout agréable, on ne va pas se le cacher, alors qu'une famille qui va planifier parce qu'elle sera avec à la tête une maîtresse de maison qui gère son budget correctement, et ben c'est une famille qui planifie, qui peut préparer l'avenir avec plus de confiance, qui n'a pas de stress perpétuel, etc. Alors, les étapes pour respecter un budget. La première chose à faire, c'est comprendre les revenus et les dépenses. Donc, vous vous posez. Tout commence en fait par un petit diagnostic. Vous prenez une feuille de papier ou alors vous utilisez une application. Personnellement, je trouve que le papier c'est plus agréable parce que ça vous permet d'avoir tout en visu, alors que les applications, parfois vous devez scroller, donc vous n'avez pas vous devez défiler, pardon, et du coup vous n'avez pas forcément tout d'un seul coup d'œil, et ça c'est un peu dommage. Mais si c'est votre choix, pourquoi pas? Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont très pratiques, mais je ne saurais pas vous conseiller parce que, comme je vous ai dit, moi je préfère la technique de la feuille. Donc sur votre feuille, vous notez tous vos revenus. Donc vos salaires, par exemple celui de votre mari s'il n'y a que celui-là, le vôtre si vous avez un petit apport de salaire vous aussi. Si vous avez des aides, par exemple l'allocation familiale, etc., vous le notez, surtout c'est important. Si vous avez votre maman, par exemple, qui vous envoie une petite pension, etc., vous le notez aussi, et etc., etc., à chaque fois, pour tout ce qui va rentrer. Après, vous prenez un autre côté de la feuille, et là, vous notez vos dépenses mensuelles. Donc, vous ne retournez pas la feuille, vous la coupez en deux plutôt. Et donc, dans vos dépenses, évidemment, vous avez les loyers, les courses, tout ce qui est abonnement, etc., vous n'hésitez pas à le faire pour, par exemple, le mois que vous avez en cours. Voilà. Je pense que, alors là, je vais vous donner une petite astuce, c'est si vous démarrez de zéro, vous téléchargez tous vos relevés bancaires des 3 derniers mois, en fait, et puis vous identifiez où va votre argent. Moi, je sais que dès que j'ai eu mon premier enfant, j'ai tout de suite commencé à faire ça. J'ai pris une feuille, j'ai fait ce que je vous ai dit de faire. J'ai pris donc les salaires, sachant que le mien allait disparaître parce que j'allais rester à la maison pour m'occuper du petit. Et qu'à cette époque-là, je ne travaillais pas encore à domicile. Donc forcément, je ne pouvais pas... je savais que mon salaire allait disparaître. Donc après, vous comptez, vous mettez, d'autre part, vos dépenses en vis-à-vis à peu près. Donc, et là, vous vous rendez compte que vous dépensez sans doute beaucoup plus que ce que vous croyez. J'avais aussi à cette occasion, pour les 3 derniers mois, à chaque fois je l'ai fait pour les 3 derniers mois, comme ça vous savez à peu près où ça va. Et en fait, ce que vous pouvez faire pour que ce soit encore plus visuel, si vous avez du mal avec tous ces chiffres, c'est que vous surlignez d'une couleur, par exemple, toutes les dépenses que vous ne pouvez pas éviter. Alors, attention, un abonnement Netflix, c'est pas une dépense que vous ne pouvez pas éviter. Mais si par exemple vous avez le loyer à payer, si vous avez les traites de la maison à payer, si vous avez les impôts, si vous avez
le EDF par exemple, ou voilà, tout ce qui est électricité, eau, etc. Ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas éviter. Il faut bien que vous ayez un toit sur la tête, etc. etc. Donc d'une couleur, vous faites voilà, les dépenses fixes. Ensuite, vous faites les dépenses personnelles d'une autre couleur. Donc par exemple, voilà, téléphone portable, ou si voilà, mon mari il avait un abonnement à je ne sais plus quoi à l'époque, enfin c'était vraiment que pour lui. Vous prenez une couleur, choses qui sont que pour votre mari, choses qui sont que pour vous. Et puis après, si vous avez par exemple cinéma, abonnement Netflix, etc., abonnement, j'en sais rien, à Disneyland, pourquoi pas, mais tout ça, ça va dans divertissement. Et là, quand vous en profitez à plusieurs, vous mettez juste divertissement. Distinguez aussi l'alimentaire de tout le reste, parce que c'est là où vous allez souvent pouvoir faire le plus d'économies. Donc c'est important que ce soit dans une couleur tout à fait indépendante. Et mettez aussi les restaurants dans alimentaire, sauf que vous les signalez par quelque chose par une étoile ou quelque chose pour que vous puissiez bien les voir et les distinguer du reste. C'est vraiment capital. Les sorties, si des fois vous vous rendez compte que vous dépensez beaucoup plus d'argent pour manger à l'extérieur alors que c'est pas forcément indispensable et que vous pourriez manger à la maison à la place. Donc voilà, vous faites votre état des lieux, c'est la première chose à faire. Vous allez savoir à peu près où vous en êtes. Donc ça, vous vous dites, allez, en une semaine c'est fait. Vous essayez de vous poser, hein. Vous avez besoin de quoi? Une demi-heure. Si vous avez déjà téléchargé et imprimé vos relevés bancaires, c'est encore mieux parce que du coup vous pouvez surligner tout simplement les couleurs des bonnes choses. Après c'est un peu dommage parce que vous n'avez pas en une seule feuille en général, mais voilà, vous pouvez faire ça très très vite et du coup vous avez voilà, vous vous accordez une semaine pour faire ce bilan. La deuxième chose après, c'est d'essayer de vous fixer des objectifs réalistes. Parce que maintenant que vous savez où vous en êtes, il faut que vous vous demandiez, c'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous voulez épargner pour faire un voyage? Est-ce que vous voulez réduire des dettes éventuelles? Est-ce que vous voulez mettre de côté pour acheter une maison? Pourquoi pas? Et en fait, avoir un objectif précis, ça va donner du sens à vos efforts et ça va vous donner plus de chances de les réussir parce que vous savez pourquoi vous le faites. Alors, moi, ce que j'ai choisi de faire, ça s'appelle la méthode des 50-30-20, pardon. C'est tout à fait pas obligatoire. C'est vous qui voyez. Sachez cependant que je trouve que c'est une méthode qui marche excellemment bien. Donc, voilà, je vous la décris rapidement, hein. C'est pour 50% de votre rentrée d'argent va dans les besoins essentiels, donc votre toit, votre alimentation, etc. etc. 30% pour les plaisirs, donc tout ce qui est voilà, abonnement Netflix, ça rentre là, les sorties, etc. ça rentre là, et 20% non négociables minimum, hein, sont pour l'épargne ou éventuellement le remboursement de dettes, évidemment. Et ça, c'est vraiment, quand on vit par ce principe, ça change tout. Ma mère me demande souvent comment je fais pour avoir un tel confort, alors qu'elle sait qu'on n'a pas non plus des rentrées d'argent abracadabrantes, hein. Mais voilà, on ne se prive pas pour autant et on a pu avoir un apport pour notre maison en temps et en heure, etc. Et ça l'a beaucoup choqué, mais en fait c'est simple, hein. C'est parce que j'applique ça de façon... Je réfléchis même pas en fait. Quoi qu'il arrive, quand le salaire de mon mari arrive, quand le mien arrive, quoi qu'il arrive, 20% va dans l'épargne. C'est non négociable. On fait comme si cet argent n'existait pas en fait et on vit que sur les 80%. 80% sur lesquels du coup on prélève 50% du total pour nos besoins essentiels et 30% pour les plaisirs. Et c'est ça qui fait que ça donne l'impression d'abondance. Mais voilà, après je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas possible, pour qui par exemple payer le loyer, ça fait bien plus que 50% déjà. Donc après ils sont obligés de gratouiller sur les 30%. Donc après s'ils veulent se faire plaisir, ça gratouille sur l'épargne. J'ai été dans cette situation, je vous comprends. Il n'y a pas de souci là-dessus.
J'ai même été dans une situation complètement voilà, où j'avais moins de rentrée d'argent qu'il ne m'en fallait pour payer mon loyer. Voilà, j'ai été étudiante, etc. Comme tout un chacun, je pense, a eu dans sa vie, enfin, une immense majorité de gens, je pense, a eu dans sa vie des soucis d'argent à un moment donné. Et bien pourtant, malgré ça, dès que j'avais un peu plus, parce que j'arrivais à faire deux travail par exemple, ou deux emplois, etc., eh bien je ne gardais pas de l'argent pour le plaisir. Je suis désolée, mais c'est pas possible. Quand ça l'était, je le faisais. Mais quand ça l'était pas, eh bien c'était les 20% pour l'épargne qui étaient prioritaires aux 30% pour le plaisir. Toujours, 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 toujours. Si vous ne pouvez pas atteindre 50% pour vos besoins et que ça dépasse, pour les besoins essentiels, eh bien c'est le plaisir qui doit sauter et votre épargne qui doit primer. Parce que sinon pour les coups durs, là vous allez vraiment être en difficulté. Et il ne faut pas se dire, quand on gère un budget, il ne faut pas se dire ok, c'est l'instant présent qui compte et je veux me faire plaisir. Non, en fait, quand vous voulez, en tout cas de mon point de vue, et si vous voulez être une bonne maîtresse de maison, il faut que vous appreniez à gérer un budget correctement et ça passe par là, automatiquement. Donc, la troisième chose à faire ensuite, c'est planifier ses dépenses. Donc, pour respecter un budget, il faut planifier forcément. Donc là, vous avez quasiment sous vos yeux normalement votre liste des dépenses fixes et récurrentes. Vous allouez un montant maximum à chaque catégorie, par exemple alimentation, loisirs, cadeaux, etc. Et puis comme ça, vous saurez où c'est que vous pouvez vous permettre de réduire si nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des enveloppes physiques où on met en fait une somme en liquide dans l'enveloppe pour chaque catégorie, donc les courses, les loisirs, etc. Ça vous assure de ne pas dépasser. Parce que quand l'argent est épuisé, c'est terminé. Mais la réalité, c'est que quand on va faire les courses et que on est obligé de payer en liquide et que tout d'un coup, dans l'enveloppe, il n'y a plus rien et qu'on n'a pas bien calculé parce qu'on a oublié tel et tel truc, et finalement, on va prendre l'argent d'une autre enveloppe et donc, est-ce bien faillable? Je ne sais pas. Mais c'est pareil pour toutes les aides au budget. Sans discipline, peu importe en fait que vous ayez des enveloppes physiques, des pochettes, que vous laissiez votre carte à la maison, que vous supprimiez votre carte bleue, voilà, quoi qu'il arrive, si vous n'êtes pas discipliné, ça va échouer. Donc n'accusez pas une technique en particulier et ne privilégiez pas une technique en particulier sous prétexte qu'elle va marcher parce qu'elle marche, parce que les gens veulent qu'elle marche. Donc c'est à vous de décider qu'elle va marcher. Après, vous avez des applications comme YouLead the Budget ou Moneyfy, je pense aussi. C'est intéressant pour un suivi numérique. Alors, mais moi, personnellement, je les utilise pas parce que je les fais pendant un temps et elles sont très bien pour ce qu'elles font. Mais voilà, je trouve que revenir au bon vieux papier, et puis maintenant, j'ai plus réellement besoin d'un budget. Il est dans ma tête, en fait. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile. Autre point auquel je n'ai pas pensé, si ce n'est pas vous qui gérez l'argent de votre mari, évidemment, ça n'est pas à vous de faire son budget. Mais s'il vous en laisse la charge, et bien souvent c'est le cas dans les couples traditionnels, il apporte, on va dire, son salaire sur la table et c'est à vous d'en faire quelque chose de bien et de le faire fructifier. Donc faites honneur à ce cadeau qu'il vous fait et cette confiance qu'il vous accorde en faisant un vrai budget pour qu'il puisse voir que vous êtes une bonne maîtresse de maison et que vous savez vous occuper d'un budget sans la moindre difficulté. Alors après, si vous avez besoin d'argent, faut réduire les dépenses inutiles. Il y a beaucoup de dépenses qui peuvent être réduites sans forcément sacrifier en qualité de vie. Souvent, c'est juste des petites habitudes à changer. Essayez de faire une liste de courses pour éviter les achats impulsifs. Dites-vous, je vais faire les courses une fois par mois pour le mois et puis c'est tout. Et puis si j'ai oublié quelque chose, tant pis. Ou alors une fois par semaine si c'est trop dur pour vous. Mais essayez aussi d'acheter en gros, donc de planifier vos menus, de profiter des promotions sur les produits de base, donc les pâtes, etc., le savon. Évitez les abonnements inutiles que vous utilisez, genre une fois par mois, ça sert à rien. Si vous avez des applications que vous payez aussi, supprimez, ça c'est... Enfin, sauf si vous en avez vraiment un usage, par exemple professionnel, etc. Mais je trouve qu'à titre personnel,
moi personnellement je paierai jamais pour une application, genre jamais. Je trouve que tout ce qui est numérique, j'ai beaucoup de mal à payer pour quelque chose de numérique, dans la mesure où bah oui, c'est pas palpable. Du coup j'ai du mal avec ça. Après c'est un choix personnel. Euh, voilà, si j'ai envie de regarder un film spécifique, bah, je vais acheter le DVD, voilà. Et je trouve que ça va beaucoup mieux. Après, ce que je fais et ce que ma famille fait de façon globale, c'est que nous, on va très 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 souvent à la médiathèque. Donc si on a vraiment envie d'aller voir un film et qu'on ne sait pas trop si ça va nous plaire parce qu'on l'a jamais vu, et bien on va regarder le DVD à la médiathèque. Si on a envie de lire un livre, et ben, avant de l'acheter, on va d'abord voir si ça vaut le coup de le garder ad vitae dans notre bibliothèque, qui est déjà très conséquente. Donc voilà, si à la bibliothèque ils ne l'ont pas, en général on demande et puis ils finissent par l'acheter. Donc du coup après on prend le livre, on le lit et si vraiment ça vaut le coup. Alors oui, c'est un processus, ça dure longtemps, mais ça, voilà, si vous avez besoin d'argent, ben vous n'êtes pas un petit peu quelques semaines près, quoi. Voilà, essayez aussi de réparer au lieu de remplacer quand c'est possible. Je pense aux vêtements, je pense à tout ce que vous pouvez faire aussi de vous-même, etc. Si votre mari est un peu bricoleur aussi, achetez pas forcément des meubles, achetez peut-être plutôt des planches, etc. Puis après il se débrouille un peu, alors ce sera pas forcément parfait, mais ça sera déjà ça de prix, surtout si c'est des meubles qui se voient pas forcément, ça peut être intéressant. Voilà, puis je pense que c'est important d'éviter le gaspillage de ressources de façon générale. Alors, bah, je vais vous donner quelques petites astuces pour rester motivé. D'abord, c'est de vous récompenser quand vous faites des progrès. Parce que respecter un budget, ça peut parfois être frustrant. Et je le comprends. Alors, n'oubliez pas de célébrer vos réussites. Lorsque vous atteignez un de vos objectifs, accordez-vous une petite récompense. Par exemple, un petit dîner fait maison spécial ou un moment de détente. Et ça va vous aider à rester motivé à chaque fois. Pareil pour votre mari, motivez-le si besoin. Évitez de vous comparer parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de se comparer aux autres. Ils ont tous des vacances de rêve, ils ont des grandes maisons. Rappelez-vous qu'en fait, ce que vous voyez, en fait, c'est souvent une illusion. Essayez de vous concentrer sur ce qui est important pour votre famille et pas sur ce que les autres montrent. D'autant que bah, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir une maison de 300 mètres carrés, vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir des vacances à Malibu, parce que de toute façon, dès qu'il y a un coup de chaud, vous avez des cotons dans le nez parce que vous saignez du nez, quoi. Enfin, soyez un peu raisonnable aussi avec vos propres besoins. Voilà, alors gérer un budget, c'est pas seulement une question d'argent, je pense, hein, c'est aussi un moyen d'apporter la paix et l'ordre dans le foyer. Et quand vous apprenez à respecter un budget, en fait, vous montrez l'exemple à vos enfants, vous donnez les moyens, vous donnez les moyens de vivre une vie qui soit plus sereine et plus alignée avec vos valeurs et vos vrais désirs. Donc, c'est important. Voilà. Merci de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Je vous encourage à commencer, même petit à petit. Hein. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous gérez votre budget, comment ça se passe, si vous débutez, si vous êtes déjà bien aguerri dans la chose. Et puis, comment ça a évolué à travers le temps. Je serais bien curieuse. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éclat de tradition. Et d'ici là, je vous souhaite beaucoup de bonheur.